partir, larguer les amarres et parcourir les océans au gré du vent. Qui peut se vanter de n'avoir jamais ressenti un tel désir? Depuis l'aube des temps, la fascination du grand large et les rêves qu'il soulève poussent les hommes à s'aventurer de plus en plus loin au-delà de l'horizon. Au XVIe siècle, époque des grandes découvertes, les navigateurs repoussent les frontières du monde connu. Vasco de Gama contourne l'Afrique, double le cap de Bonne-Espérance et met le cap vers les richesses de l'Inde et de la Chine. À l'ouest, franchissant le détroit qui porte aujourd'hui son nom, Fernando Magellan découvre l'océan Pacifique. Pendant des siècles, voiliers et vapeurs suivent les routes ainsi tracées par les premiers navigateurs. L'immensité océanique qui sépare l'Amérique du Sud de l'Afrique demeure désespérément vide. Personne, à l'exception de quelques explorateurs, aventuriers ou chasseurs de baleines, ne met le cap vers les îles subantarctiques que balaient les vents puissants des 40e rugissants et des 50e hurlants. À bord du Lyrial, un navire de croisière expédition mené par un capitaine aventurier, en compagnie d'une équipe de scientifiques et d'un petit groupe de passagers, nous mettons à notre tour le cap vers ces îles du bout du monde. Après avoir quitté Ushuaia en terre de feu, nous avons exploré les îles Malouines, refuge des manchots gorfous et des albatros. Puis nous avons mis le cap vers la Géorgie du Sud, domaine des manchots royaux et des otaries à fourrure. Poursuivant notre aventure, nous allons jeter l'ancre devant les anciennes bases baleinières de Géorgie. Puis nous affronterons les 40e rugissants pour atteindre Tristan d'Acunha, l'île habitée la plus isolée du monde. Parti 4 semaines plus tôt de la pointe sud de l'Amérique, c'est au Cap, au bout du continent africain, que s'achèvera ce voyage initiatique à la découverte des paradis perdus de l'Atlantique Sud. Depuis notre départ d'Ushuaia, le Lyrial a fait route à l'est. Nous sommes désormais à 2500 km de l'Amérique du Sud et chaque jour qui s'écoule nous en éloigne un peu plus. Les premières escales en Géorgie nous ont ouvert les portes d'un monde apaisé, une sorte d'Éden où l'homme a décidé il y a quelques décennies de s'affirmer non plus en destructeur, mais en protecteur de la faune et de la nature subantarctique. À l'approche de St Andrews Bay, suivant les conseils des guides naturalistes, les passagers nettoient donc avec soin leurs parkas et leurs bottes. Pas question de contaminer ce territoire avec des germes venus de l'extérieur. À l'exception des scientifiques et observateurs de l'écosystème, la Géorgie du Sud est totalement inhabitée. Les quelques bateaux de croisière ou d'exploration qui jettent l'ancre ici doivent donc se soumettre à des règles sanitaires très strictes. Et c'est la Géorgie telle qu'elle était, vierge de toute exploration humaine. Nous débarquons sur le rivage de St Andrews Bay en plein milieu d'une réunion de famille. Manchots royaux, otaries à fourrure, éléphants de mer, toutes les espèces de la faune marine subantarctique sont réunies. Seules les baleines parties se reproduire dans les eaux chaudes des tropiques manquent à l'appel. C'est aux narines des mâles dominants qui se développent en forme de trompe que ces phoques imposants doivent leur nom d'éléphants de mer. 4000 kilos quand même qui sont derrière là et c'est des jeunes. Hein. Quand ça devient plus vieux, c'est encore plus gros
Et là, ils sont gentils parce qu'ils sont en train de muer, donc tout va bien. Les plus gros, ce sont les mâles. Ces pachas sont à la tête d'un harem qui compte parfois plusieurs dizaines de femelles. Bienvenue en Géorgie du Sud, c'est partout comme ça. Au cours de la journée, nous poursuivons notre route vers la baie de Stromness, située plus au nord à environ une centaine de kilomètres. En 1775, James Cook, le plus grand navigateur de son temps, sillonne les océans du monde à la recherche de la mythique Terra Australis. Dans son journal de bord évoquant la découverte de la Géorgie du Sud, il écrit « S'il n'y avait plus de baleines en mer du Nord, les chasseurs pourraient en trouver autant qu'ils en voudraient en Atlantique Sud. » L'information parvient jusqu'aux chasseurs de l'Arctique, qui prennent aussitôt la direction de l'hémisphère sud. En quelques décennies, les phoquiers exterminent la presque totalité des otaries à fourrure et des éléphants de mer. Demeuré longtemps le fait d'armateurs indépendants, la chasse à la baleine s'industrialise au début du XXe siècle. La Géorgie du Sud devient alors le principal centre baleinier de toute la zone antarctique. C'est à cette époque qu'est ouverte la station de Stromness. En 1960, la chasse est interdite et Stromness abandonnée. Indifférentes à l'étrange beauté des sculptures de métal rouillé, les otaries à fourrure ont retrouvé le chemin des vagues qui déferlent sur ce rivage. Elles sont désormais les seules habitantes de cette ville fantôme. Florence enquête depuis plusieurs années sur l'histoire baleinière de la Géorgie du Sud. Elle nous conduit jusqu'à Leith, une station située dans la baie voisine. En 1936, guidé par le goût de l'aventure, Douglas Baxter, un jeune Écossais, embarque à bord d'un baleinier de l'armateur norvégien Christian Salvesen. En arrivant en Géorgie du Sud, après de longues semaines de navigation, il découvre un incroyable spectacle. Entourés de dizaines de baleines harponnées flottant à la surface de l'eau, des bateaux se dirigent vers le rivage pour y décharger leur butin. À cette époque, les baleines, considérées comme de simples produits de consommation, sont exterminées par milliers pour satisfaire aux besoins de l'économie européenne ou nord-américaine. Il y avait environ 200 hommes qui travaillaient et c'était la grande production, Il y avait des baleines qui arrivaient d'épaisser et pour extraire l'huile et hop, ça continuait pendant 6 mois par an. Et donc il y a énormément de sang, il y a la graisse. Les hommes, ils avaient des clous sous les pieds pour ne pas glisser. C'était glissant de partout et cette odeur de baleine mort, ça a dû être quelque chose. Il y avait 3 hommes qui allaient dépecer une baleine. 20 minutes pour dépecer juste une baleine. Incroyable, hein? Après, ils mettaient la graisse dans un bouilloire pour extraire l'huile. Pareil pour la viande et pareil pour les os. Donc il ne restait rien de la baleine. Entre 1906 et 1966, 175 000 baleines sont exterminées. Quand elles ne s'amusent pas dans les vagues près du rivage, les otaries à fourrure femelles vont pêcher au large. Au cours de ces expéditions, elles sont capables de parcourir plusieurs dizaines, voire même des centaines de kilomètres. Elles font le plein de poissons pour elles-mêmes, mais également pour reconstituer l'énergie dont elles vont avoir besoin pour nourrir leur progéniture. Revenues sur le rivage, elles s'installent dans la fraîcheur de la vallée glaciaire pour allaiter. Nous sommes à la fin de la période de reproduction. Tous les petits sont sur la plage. Les femelles sont en mer et reviennent de temps en temps pour nourrir les petits. Elles restent un peu avec eux, puis elles retournent en mer et ainsi de suite.
C'est sympa d'observer ce qui se passe quand une femelle sort de l'eau. Elle appelle sa progéniture. Mais tous les petits lui répondent et demandent à téter un peu de lait. Mais elle finit par retrouver le sien grâce à son odeur. Le commandant et les naturalistes nous avaient pourtant prévenus. La découverte de la Géorgie du Sud, c'est un choc. Et ils n'ont pas menti. Durant 4 jours, nous avons eu le sentiment d'aborder un autre monde. Mieux encore, d'avoir remonté le fil du temps jusqu'au premier jour de l'humanité. En quittant la baie de Stromness, nous croisons le seul bateau de l'île basé dans la station de Grytviken. Notre voyage prend une nouvelle dimension. Nous filons désormais plein est, au plus profond de l'Atlantique Sud. Nous ne reverrons la Terre que dans 4 ou 5 jours, en approchant d'une île minuscule, oubliée de tous, Tristan da Cunha. Mais d'ici là, il nous faudra affronter les 40e rugissants. À la passerelle, l'officier de quart a beau regarder l'écran des radars ou scruter l'horizon avec ses jumelles, il n'y a rien. Nous sommes seuls au monde. Depuis la Géorgie du Sud, on n'a vu aucun bateau. Et probablement, on n'en verra pas jusqu'à notre arrivée à Tristan da Cunha. Nous sommes à 2500 km des côtes brésiliennes les plus proches et à 3500 km de celles de l'Afrique du Sud. Pendant quelques jours, nous allons être dans une sorte de trou noir. En cas d'urgence sanitaire, le médecin du bord devra gérer seul la situation. Il y a un moment, il y a un point de non-retour, puisqu'on va se retrouver à une distance égale entre Cape Town et les Falklands. Donc il n'y a plus du tout aucun intérêt de revenir en arrière, se dérouter sur les Falklands pour faire une évacuation sanitaire. On va devoir continuer à aller de l'avant vers Cape Town. Le Lyrial a été conçu pour naviguer dans les eaux froides et isolées de l'Arctique et de l'Antarctique. Sa coque est renforcée et la passerelle est équipée d'instruments de navigation très performants. Il est également doté d'un système de retraitement des eaux qui lui permet de respecter la réglementation environnementale et de bénéficier de l'autonomie suffisante pour la longue traversée dans laquelle nous nous sommes engagés. Concernant les provisions pour la cuisine, le chef a fait le nécessaire pour que les 200 passagers ne manquent de rien. Au matin, changement de décor. Depuis plusieurs jours, le commandant surveillait la montée en puissance d'une grosse dépression située sur notre route. Cette fois, nous y sommes. Les vagues commencent à se creuser, à écumer. Rien de bien méchant pour le moment, mais avec les 40e rugissants, il faut se méfier. Tout peut basculer rapidement. Là, il y a, on va dire, allez, petit 4 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres. Et puis avec quelques-unes de temps en temps, 5-6 mètres. Mais c'est demain qu'on aura le plus fort de notre dépression. Habitué à naviguer depuis de nombreuses années dans les tempêtes de l'océan austral, le commandant a plus d'un tour dans son sac. Il décide donc d'infléchir légèrement sa route vers le sud pour rester à la périphérie du mauvais temps. Et donc, c'est vrai que là, il va falloir épauler la vague à 40-50 degrés à peu près. Donc là, je suis descendu au sud pour avoir le moins de mer. Et ensuite, je vais couper un peu cette, je dirais, cette queue de dépression, hein, qui est en train, elle, de filer derrière nous, hein, donc il n'y a pas de problème, pour pouvoir retrouver des zones de calme dans la partie nord. Et ça tombe bien, parce que c'est à peu près la route pour aller à Tristan da Cunha.
la mer se creuse un peu plus d'heure en heure. Cette fois, nous sommes au cœur de la dépression. Les passagers ont déserté les ponts extérieurs, balayés par les embruns et parfois par quelques vagues. Regarde celle-là. La hauteur de la passerelle, attention. La météo annonçait 5 à 6 mètres, ce qui est relativement normal. Il est évident qu'on a eu probablement 8 à 10 mètres de vagues de temps en temps. S'il veut rejoindre la route menant à Tristan da Cunha, le moment est venu pour le commandant de traverser la dépression. Attention. Toute la journée, la tension est palpable à la passerelle. La puissance de certaines vagues fait craquer le navire. La mer se creuse et se creuse encore, mais le navire tient bon. Au cours de la nuit, nous sortons progressivement de la dépression. Au matin, nous arrivons en vue de Nightingale, une île déserte située à une trentaine de kilomètres au sud de Tristan da Cunha. Le commandant avait vu juste. Le soleil se lève sur une mer enfin apaisée. Nous sommes impatients de découvrir à quoi ressemblent ces îles mystérieuses. Mais par quel étrange tour de passe-passe de l'histoire, des hommes et des femmes sont-ils venus se perdre sur ces îles dérivant à l'écart du monde? Découverte en 1506 par le navigateur portugais qui lui donne son nom, Tristan da Cunha demeure oublié pendant plus de 3 siècles. En 1816, les Britanniques y débarquent une garnison chargée de surveiller Napoléon Bonaparte, pourtant exilé sur l'île de Sainte-Hélène, 2200 km plus au nord. Au moment du retrait de la garnison, un certain William Glass demande à demeurer dans l'île avec sa femme, ses enfants et 2 autres hommes. C'est le début de la colonie qui s'étoffe au fil du temps de marins de passage, de naufragés et de femmes que les pionniers font venir de Sainte-Hélène. Comme les Falklands et la Géorgie du Sud, Tristan da Cunha est aujourd'hui un territoire britannique d'outre-mer. Voilà, après le petit coup de vent que nous avons eu avant-hier, on a une belle journée qui s'annonce ici. Là, voilà, on fait une navigation côtière au lever du soleil avant de faire route vers Tristan da Cunha. Après 4 jours de mer, l'heure de vérité approche. L'océan semble avoir retrouvé son calme. Mais les apparences sont trompeuses. Les vagues écumantes ont désormais cédé la place à une houle puissante qui risque de compromettre le débarquement. Ok. 10h10, de toute façon, tout de suite on met le Zodiac. On espère bien mettre pied à terre pour nos passagers, surtout après 4 jours de mer. On ne peut jamais savoir jusqu'en gros aux premiers Zodiacs qui sont mis à l'eau et qui commencent à emmener des gens. On se dit ok, ça va marcher, je vais réussir à débarquer tout le monde. Ils ont dit qu'ils restaient sur le 78. Tristan da Cunha, port control, the Lyrial calling you over. Bon, on va réessayer plus tard. 0,25, c'est bon. Ouais, ben on va prendre la carte, hein. Parce que 0,13, ça fait aller plus près en fait, hein. Donc là, moi, ça me fait une distance 0,3 de la côte, 0,45 de la jetée. À l'approche, là, les conditions sont relativement modérées, c'est-à-dire que le vent est tombé comme c'était prévu. Par contre, il reste toujours cette houle résiduelle qui venait d'ailleurs de la dépression qui était sur notre arrière.
suffisamment pour nous poser quelques petits problèmes. Et on se laisse dériver doucement. Alors là, on va voir, là, regarde les trains de houle, regarde le train. Regarde le train qui rentre, là. La tension monte d'un cran. L'entrée du port est très étroite et la houle s'y engouffre violemment. Avec son Zodiac, Malo, le responsable des opérations de débarquement, est allé se rendre compte par lui-même de la situation. Faut qu'on prenne la météo. Est-ce que Malo est rentré déjà? Non, il est là. Il va passer là. Il est en train de passer la barre. Il arrive à sortir du port. Non, mais regarde Voilà. ces trains de houle. Alors, la marinade, où c'est pas possible à l'heure actuelle. Vu ça. Donc, ça aussi, c'est le paramètre important. Ouais, ça serait compliqué. La houlette, ça fait nul. Ah, mais la houle, ça c'est peut marrant tomber. comme Ça peut tomber en quelques heures, là. Ouais. C'est ça le problème de ces îles, c'est que la houle tourne autour de l'île. Donc, d'un côté comme de l'autre, on n'est pas très bien protégé. Malo approche de la coupée, mais il n'est pas seul à bord du Zodiac. Là, si on débarque, c'est le cadeau. Hein. C'est le cadeau de la croisière. Donc, on croise les doigts. Dans le hall d'accueil du Lyrial, les habitantes de l'île venues avec Malo installent une boutique de souvenirs improvisés. Est-ce le signe que le débarquement est annulé? Conrad Glass, l'officier de police de Tristan, est également monté à bord. Donc on a pris la décision là, de ne pas débarquer cet après-midi. Hein. Les conditions sont encore trop aléatoires. Et on ne va pas baisser les bras tout de suite. Finalement, le Lyrial lève l'ancre et se lance dans une lente navigation touristique autour de la puissante île volcanique qui pour le moment se refuse à nous. Toujours plaisir après 4 jours de mer de voir la terre. Alors espérons que la houle va mollir un peu, que demain matin les conditions seront plus favorables pour pouvoir débarquer. Voilà. L'île ressemble à une forteresse entourée d'un rempart d'où émerge un donjon de lave à la géométrie parfaite. Une petite bande de terre suspendue au-dessus de l'océan abrite le seul village de l'île. Edinburgh of the Seas, 267 habitants. Il y a 30 ans, on n'avait que le radiotéléphone. Quand on voulait appeler, il fallait aller aux centrales téléphoniques, il établissait une connexion avec le cap, et puis le cap redirigeait l'appel vers l'endroit du monde avec lequel vous vouliez parler. Sinon, pour communiquer, on pouvait envoyer une lettre, mais ça prenait en général 2 à 3 mois pour espérer avoir une réponse, parce que ça dépendait des bateaux. Oui, à cette époque, il y a une trentaine d'années, on était vraiment isolés. En fin de journée, nous jetons à nouveau l'ancre en face d'Edinburgh of the Seas. Tout n'est peut-être donc pas perdu. « 5 heures du matin. Les premiers Zodiacs sont à l'eau et les naturalistes prêts à ouvrir la voie. Mais la houle est toujours là. Elle ondule en permanence et génère des vagues dont la hauteur peut varier de plusieurs mètres. Il faut donc attendre, observer et saisir le moment pour embarquer sur les Zodiacs. Je suis assez confiant. Ça va pas être une partie de plaisir, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudra mettre tous les moyens derrière à la marina pour pouvoir bien sécuriser le débarquement de nos passagers. Depuis
quelques années, le port est protégé par une digue armée de puissants brise-lames en béton. Suivant les recommandations de l'officier de sécurité, les Zodiacs se présentent à l'entrée du port et attendent le déferlement de la houle pour surfer sur le sommet de la vague et pénétrer dans le bassin. Opération réussie. Le dernier Zodiac vient de quitter le Lyrial. Tous les passagers sont désormais à Tristan da Cunha, l'île habitée la plus isolée du monde. Des conditions météo difficiles, un isolement total. On avait imaginé que les habitants seraient venus au port accueillir ces visiteurs venus de l'autre bout du monde. Mais rien de tout cela. Les Tristanais ne changent rien à leurs habitudes. Alors Tristan fait complètement partie des communautés les plus isolées, modernes, que j'ai pu rencontrer. Le petit musée de la ville, qui fait aussi café, bar, internet, librairie, boutique de souvenirs et bureau de poste, raconte l'histoire de cette colonie fondée au début du 19e siècle par William Glass, un ancêtre de Conrad, le policier de l'île. Durant 150 ans, aucun fait marquant n'est venu troubler le quotidien de cette communauté singulière, à l'exception du 10 octobre 1961. Ce jour-là, le volcan entre en éruption. Dans un premier temps, tous les habitants sont transférés dans l'île voisine de Nightingale. L'éruption ne faiblissant pas, ils sont conduits au Cap, en Afrique du Sud. Les autorités leur proposent de s'installer dans le pays. Mais comme le raconte Conrad Glass, en découvrant dans les rues les panneaux White Only et Black Only, les Tristanais, choqués par la politique d'apartheid, décident de partir pour l'Angleterre. Après 18 mois passés dans une ancienne base militaire près de Southampton, les Tristanais, malgré l'opposition des autorités britanniques, décident de regagner leur île. Fini le brouillard et la vie trépidante des Anglais. Ils renouent avec le plaisir de vivre libre au milieu de la nature. Ils reprennent leurs habitudes. Le séjour dans le Vieux Monde n'aura laissé que peu de traces, sauf pour les plus jeunes, qui sont revenus avec une certaine nostalgie de la mode et de la musique des 60s. L'isolement de Tristan a dissuadé les immigrants. L'île ne compte aujourd'hui que 7 familles. Les Glass et les Swain d'Angleterre, les Rogers et les Hagan d'Irlande, les Green de Hollande, les Repetto et les Lavarello d'Italie. Quelle que soit la famille à laquelle ils appartiennent, les Tristanais se retrouvent chaque week-end pour cultiver leurs parcelles de pommes de terre. Derek avait une dizaine d'années en 1961. Il n'a rien oublié de son séjour en Angleterre. C'était un lieu étrange. On n'avait jamais vu de voitures, de télévision et plein de choses comme les grands magasins. Tout était si différent. C'était vraiment étrange. Tout d'abord, on avait du mal à communiquer avec les gens, à se faire des amis ou à travailler là-bas. Autant de choses qui faisaient un changement avec ici.
On a découvert un autre monde. Oui, ça a été un drôle de choc de voir un tel monde. Il y a quelques personnes qui utilisent leur voiture chaque jour. Personnellement, je ne la prends que le week-end ou pour venir sur ma parcelle parce que l'essence est assez chère. Donc on ne peut pas se le permettre. Et puis l'île est petite et tu peux marcher n'importe où. En fait, on n'a pas vraiment besoin de voiture. L'heure est venue de refermer la parenthèse entr'ouverte sur cette île, suspendue en dehors du temps et en dehors du monde. Devant la mer qui va bientôt nous séparer, Conrad Glass, le policier philosophe, nous délivre un dernier message. On aime se dire qu'on vit dans un petit bout de paradis. Il y a sûrement des gens ici qui aimeraient partir, découvrir le monde. Mais à chaque fois, c'est la même histoire. Ils ont le choix, mais après avoir fait le tour, ils reviennent toujours au nid. Les 2 dernières journées ont été éprouvantes. Jusqu'au retour à bord du dernier passager, le commandant restera sous pression. Mais c'est un homme heureux que nous retrouvons à la marina. Tristan d'Acunha, il y a des bateaux qui font escale ici, des bateaux de pêche, et qui restent une semaine avant de débarquer. On a beaucoup de chance, mais il faut le faire en toute sécurité. Normalement, moi je ne suis pas à la marina pour la première fois, mais j'ai envie que ça se passe bien. Le second, lui, sur le plan d'eau. Donc là, on s'est réparti les rôles de manière à pouvoir assurer ces opérations en toute sécurité. Moi, je suis ravi. Après une nuit de navigation, nous arrivons en vue de l'île Gough. Tristan d'Acunha, personne n'y va, et puis Gough, là, personne ne connaît même le nom de cette île. D'ailleurs, personne ne sait comment le prononcer, c'est-à-dire quand les anglo-saxons, même eux, ne sont pas tout à fait d'accord sur la prononciation. Depuis 1995, cette île mystérieuse, bordée de falaises spectaculaires ou niches d'importantes colonies d'oiseaux de mer, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les scientifiques en mission sur l'île veillent à préserver le fragile équilibre de l'écosystème. Une armée de prédateurs s'attaque depuis quelques années aux œufs de pétrels et d'albatros. Et concernant le problème des souris, avez-vous eu une assistance? Est-ce que vous en avez vu beaucoup? Et avez-vous vu les poussins? Yes, the mice is a massive problem. We've been losing a lot of chicks, and we've been losing chicks that we can see, like the yellow-nosed albatross and the Tristan albatross, which are very large birds. But I'm not sure if you are aware that the RSPB, the Royal Society for the Protection of Birds, are planning eradication next year, winter, and hopefully that will be successful. Depuis les ponts supérieurs,
équipage et passagers se retrouvent pour observer sans jamais se lasser le vol majestueux des pétrels et des albatros. Abandonnant Goff à ses brumes mystérieuses, le commandant engage la dernière partie de cette incroyable navigation transocéanique. Dans 4 jours, les terres que nous apercevrons à la proue du navire ne seront pas comme depuis plusieurs semaines des îles égarées au milieu de l'océan. Nous serons en face du gigantesque continent africain. Là, on est en train de remonter un petit peu en latitude, on remonte un peu plus nord, donc on devrait être dans la partie nord des dépressions, donc plutôt du beau temps, sur 1400 nautiques avant d'arriver sur Cape Town. À peu près la même distance que nous avions eue entre la Géorgie et Tristan. Donc là, c'est la dernière partie de navigation océanique. On dit souvent que la présence d'oiseaux annonce la proximité d'une terre. Ceci est vrai, sauf pour les albatros, qui passent 95% de leur vie en mer. Depuis notre départ de Goff, quelques spécimens suivent notre sillage pour le plus grand plaisir d'Alain Bidard, l'ornithologue de l'expédition, qui n'en finit pas de s'extasier devant la puissance de ses compagnons de voyage. C'est l'ultime adaptation au vol sans utiliser d'énergie personnelle. C'est-à-dire que ce sont des oiseaux, en particulier les albatros, qui utilisent totalement l'énergie du vent pour se déplacer. En réalité, ils se mettent en face du vent. En face du vent, ils se mettent très près de l'eau, parfois on a l'impression qu'ils touchent l'eau avec une aile. Et là, face au vent, eh bien, ils vont prendre la portance. Alors c'est comme un ascenseur, ils vont s'élever jusqu'à 10, 20, 30, 40 mètres. Puis l'oiseau, en fait, va glisser sur côté. Il va se mettre avec le vent quasiment de dos et il va planer pendant une belle distance. Et puis quand il se retrouve à nouveau au niveau de la mer, il tourne à nouveau face au vent, hop, il prend l'ascenseur, il monte et il glisse à nouveau. Donc ils ne battent pas des ailes pour se déplacer. Et par exemple, pour faire 1000 km, il va utiliser uniquement 1% de son corps. C'est-à-dire qu'il va prendre uniquement 1% de sa graisse comme énergie. Donc c'est vraiment les voiliers ultimes et c'est fabuleux de voir ça. Nous profitons encore un peu du plaisir enivrant de se sentir seul au milieu de l'océan. Demain, nous serons de retour sur Terre. Il y a 20 jours, nous quittions la Terre de Feu et le Cap Horn. Après 8430 km au travers de l'Atlantique Sud, les contours de l'Afrique se dessinent dans les lueurs de l'aube. Les rayons du soleil qui vient de renaître à l'horizon illuminent la silhouette du légendaire cap de Bonne-Espérance. C'est incroyable, c'est mythique, c'est-à-dire après le Cap Horn, le cap Bonne-Espérance, et le cap Lewin, c'est-à-dire je vais pouvoir me tatouer l'encre sur la main comme les marins qui faisaient le tour du monde. Non, c'est effectivement conclure le voyage dans d'excellentes conditions. On va arriver sur le cap Bonne-Espérance avec un lever de soleil, donc on ne pouvait pas mieux espérer. Comme le commandant, nous vivons cet instant avec une certaine émotion. Nous savons bien que le bout du monde n'est qu'une utopie, un rêve de marin et d'explorateur. Et pourtant, de la même façon que lors de notre départ d'Ushuaïa 3 semaines plus tôt, nous pensions à Fernand Magellan ou à Francis Drake, en doublant le cap de Bonne-Espérance,
nous sentons la présence de Bartolomé Diaz, le précurseur, et de Vasco de Gama, le conquérant de la route des Indes. Pendant un long moment, notre bateau longe les côtes de la péninsule du Cap. Puis il se présente à l'entrée de la baie, que domine, reconnaissable entre mille, la silhouette de la montagne de la Table. La baie du Cap est l'une des plus belles du monde. Mais après les longues semaines passées au contact de la nature, nous cherchons désespérément à entrevoir l'Afrique au travers de la forêt d'immeubles qui se dresse devant nous. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière les artifices de la modernité, l'Afrique est bien vivante. Depuis 1991 et la fin de l'apartheid, elle retrouve peu à peu ses couleurs. Pour les navigateurs portugais, l'Afrique du Sud n'était qu'une étape sur la route des Indes. Ce sont les Hollandais, alors maîtres des océans, qui fondent la ville du Cap. La VOC, Compagnie maritime des Indes orientales, en fait une étape essentielle sur la route des épices. Au XIXe siècle, enfin, l'Afrique du Sud intègre l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais. Au début du XXe siècle, alors qu'elle vient d'acquérir son indépendance, l'Afrique du Sud, aux mains de la minorité blanche, s'enferme derrière les lois raciales et s'enfonce dans la politique de l'apartheid. Progressivement, le Cap change de visage. Au centre, il y a la ville des Blancs, celle des bâtiments historiques. Et puis, repoussée à la périphérie, il y a la ville des Noirs et des Métis. Une mosaïque hétéroclite et colorée de maisons basses, les townships. L'apartheid a été aboli en 1991. À Langa, comme dans tous les townships qui entourent la ville, la vie a repris son cours. Pauvreté, petits boulots, économie balbutiante tissent le quotidien des habitants. Il n'y a pas eu de miracle. Mais la bouffée de liberté qui a suivi l'accession au pouvoir de Nelson Mandela a dégagé l'horizon, fait bouger les mentalités et libéré quelques initiatives. Alfred anime un centre culturel. Il crée du lien social entre les habitants de son quartier et s'emploie notamment à valoriser le travail des artistes qui s'affichent aux façades des immeubles vétustes. Toutes les œuvres que vous voyez sur ces murs parlent toutes de notre histoire et de notre culture. Chaque évocation du passé est un témoignage pour le futur. Les gens peuvent regarder et se souvenir de l'importance des actions accomplies par ces personnes dont on a fait le portrait. Ici, par exemple, on voit Alice Ilinga, une militante des droits de l'homme, membre du Congrès national africain. Elle s'est battue contre la loi sur les laissez-passer et elle n'a jamais lâché. Pendant l'apartheid, les Noirs ne pouvaient se déplacer sans avoir de laissez-passer, sur lequel étaient inscrits les horaires et les jours de présence autorisés dans les quartiers blancs. Une fois leur travail terminé, les Noirs devaient regagner leur ghetto. Anis Ilinga, qui habitait Langa, s'est battu jusqu'à sa mort pour l'abolition de l'une des lois les plus symboliques de l'apartheid. Langa est le nom d'un chef traditionnel qui vivait au XVIIIe siècle. Le nom complet de Langa est Langa Libalele, qui veut dire soleil de plomb. Notre nom vient de lui, même si Langa veut aussi dire soleil.
C'est là où j'ai grandi. Quand j'étais petit, je venais m'asseoir ici. C'est là que je viens me faire couper les cheveux. Lui, c'est mon oncle. On appartient au même clan, le clan Kateni. Lui, on l'appelle petit père. Parce que dans notre culture, un père, c'est très important. Mais si votre père est plus âgé que lui, il devient un oncle. Si je n'ai rien à faire, je viens m'asseoir ici. On blague, je me fais couper les cheveux. C'est la vie. Buildings de verre et cabanes de tôle ondulées sont à l'image des hommes qui ont écrit l'histoire de cette ville. En revanche, les arbres et les plantes qui s'étendent des rivages de l'Atlantique jusqu'aux pentes de la montagne de la Table puisent leurs racines au plus profond de la terre africaine. Ici, pas question de blanc ou de noir, de riche ou de pauvre. La nature appartient à tous les Sud-Africains. Cheris est botaniste au jardin Kirstenbosch, où sont réunies et préservées toutes les essences du pays. Notre population s'accroît. Les cités urbaines débordent sur les aires naturelles et certaines plantes, notamment celles de la zone du Cap, ne peuvent vivre qu'à un seul endroit. Impossible pour elles de se développer ailleurs. Il est donc très important pour nous de continuer à collecter nos fleurs dans leur milieu naturel, d'isoler les graines et de les préserver dans un jardin botanique. On peut les étudier, les préserver. On ne sait jamais quels bénéfices on pourra obtenir de ces plantes dans le futur. Ce jardin extraordinaire renferme d'incroyables trésors. Des plantes apparues il y a près de 200 millions d'années constituent sans aucun doute le plus fabuleux d'entre eux. Véritables fossiles vivants, ces plantes datent de l'époque où l'Amérique du Sud et l'Afrique ne faisaient qu'un seul et même continent, le Gondwana. Une épaisse forêt primaire courait alors sur les pentes de la montagne de la Table et dans la plaine occupée aujourd'hui par la ville du Cap. C'est dimanche à Hout Bay. Les bateaux de pêche sont restés à quai. Nous louons un canot à moteur pour aller jusqu'à l'îlot d'Uiker, qui abrite une colonie d'otaries du Cap. Shalman, un ancien marin, nous sert de guide et il est intarissable. Quand j'ai commencé à pêcher à Hout Bay, il y avait des poissons partout. Mais les temps ont changé. Les chalutiers attrapent tout le poisson avec leurs grands filets. Et quand les pêcheurs locaux viennent avec leurs lignes, ils ne trouvent plus de poissons. Quand les otaries commencent à avoir faim, elles plongent dans l'eau et se dirigent vers les pêcheurs. Elles cherchent les bateaux. Elles savent qu'il y a des poissons accrochés au bout des lignes. Alors, elles viennent sous le bateau, à 2, à 3. Elles attrapent le poisson et le ramènent chez elles sur l'île pour nourrir leurs petits qui ont faim. Un jour, j'en ai vu une complètement blanche. Elle avait de grandes moustaches, grandes comme ça. Mais c'était une étrangère. On ne savait pas de quel pays elle était venue. Elle était perdue. On a dit qu'elle venait d'Amérique. Une otarie à fourrure blanche venue d'Amérique? Une légende? Une histoire de marin? Et si c'était vrai?
Pensons aux albatros de Goff et de Nightingale, capables de voler pendant plusieurs jours sans jamais se poser. Ou bien aux manchots royaux de Géorgie du Sud, qui nagent plusieurs centaines de kilomètres pour aller chercher de quoi nourrir leur progéniture. Les petits et très élégants manchots du Cap que les touristes viennent prendre en photo sont peut-être eux aussi capables d'accomplir de pareils exploits. Le principal enseignement de ce long voyage est que l'homme, après avoir été un prédateur infatigable, s'est métamorphosé en protecteur de l'espèce animale. Dans chacune des îles que nous avons abordées, la nature a donc repris ses droits, plus belle et étonnante que jamais. Du Cap Horn au Cap de Bonne-Espérance, les phares du bout du monde sont devenus les gardiens des îles subantarctiques, paradis perdus au cœur de l'Atlantique Sud.